Selon un article de la BBC qui est sorti cette semaine, on ferait face actuellement à une attrition, en tout cas à un manque de drones dans les unités de drones opérateurs en Ukraine. Et c'est particulièrement alarmant parce qu'on sait que les drones sont vraiment maintenant l'atout principal des deux armées, encore plus de l'Ukraine étant donné que l'Ukraine est sur la défensive. Et surtout, on parle du fait que maintenant, plus de 80% des cibles détruites, aussi bien humaines que matérielles, sont le fait des drones et il y a plus de 500 unités de drones au sein de l'armée ukrainienne. Mais il n'empêche que depuis quelques semaines, certains commandant d'unités de drones, notamment le fameux commandant Yuri Fedorenko dit Achille, qui est le commandant de l'une des meilleures brigades, si ce n'est pas la meilleure brigade de drone opérateurs dans l'armée ukrainienne, qui dit faire face à ce qu'on appelle en anglais des shortages, à un manque de drones pour pouvoir continuer à se battre sur la ligne de front. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser un peu aux raisons derrière tout ça et surtout aux conséquences et en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine. Sur cette chaîne, je parle d'Ukraine, de politique et de géopolitique. J'ai aussi une chaîne Substack sur laquelle je partage mes reportages de manière beaucoup plus littéraire, beaucoup plus personnelle, avec des réflexions intimes sur la guerre, les personnes que je rencontre. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Le dernier numéro est consacré à un jeune Français, Eric, que j'ai rencontré en Ukraine cette année et qui malheureusement a été tué sur la ligne de front. Son témoignage est dans le lien dans la bio. C'est aussi la meilleure manière de me soutenir parce que même si les articles restent gratuits, il y a un abonnement soit de 80 $ l'année, soit de 8 $ par mois. Donc si vous aimez mon travail sur YouTube et que vous voulez aussi bénéficier de mon travail de journaliste et de correspondant, je vous invite bien sûr à vous abonner et apporter une contribution financière. Mais revenons à notre vidéo. Alors ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà comprendre quel est l'écosystème de la production de drones parce qu'on estime que les Ukrainiens arrivent à produire 2 500 000 drones par an. Et il y a une volonté de monter en cadence et de pouvoir produire 4 500 000 drones d'ici l'année 2025. Et toute cette stratégie s'inscrit vraiment dans ce qu'on peut appeler la politique mur de drone. Parce que, et d'ailleurs c'est une réflexion que je suis en train de me faire actuellement, si oui ou non le drone ne va pas-il devenir une forme de nouvelle dissuasion avec tout en haut, toujours bien sûr la dissuasion nucléaire, mais juste en dessous de la dissuasion nucléaire, la dissuasion drone, parce qu'un pays qui sera en mesure d'avoir une production de drones démentielle, autour de, je ne sais pas, 5, 6, 7 millions de drones par an, par exemple, avec des systèmes de tranchées, avec des trappes, des bunkers infiltrés, avec des lignes de ravitaillement via tunnel, sera en mesure de faire face à tout type d'invasion parce que le pari est assez simple et je pense que c'est un peu le pari des Ukrainiens, c'est de dire on va tellement monter en cadence dans notre production de drones que si la Russie a envie de nous réattaquer, elle le fera encore une fois au prix de pertes tellement immenses que ce sera un coût impossible à soutenir pour la population. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en 2022, 2023, même 2024 en Ukraine, c'était vraiment dans une certaine mesure la guerre des tranchées où c'était vraiment des fantassins qui maintenaient la ligne de front. Il y avait beaucoup de drones déjà à l'époque, mais on était quand même dans une guerre relativement classique, une guerre conventionnelle de haute intensité classique avec l'artillerie derrière et l'infanterie devant. Et puis petit à petit, le drone est arrivé, etc. Et aujourd'hui, il y a même des débats au sein de l'armée ukrainienne qui se disent à quoi sert concrètement l'infanterie. Et par exemple, c'est une vraie question qui se pose sur l'utilisation de l'infanterie. Donc on va essayer de refaire de manière un peu imparfaite une position. Donc par exemple, ici, admettons, vous avez la tranchée ukrainienne. Ici, vous avez les mortiers, etc. Là, vous avez les unités de drones derrière et après, tout derrière, l'artillerie lourde qui tire les obus de, par exemple, 155 mm. À l'époque, 2022-2023, il n'y avait pas forcément autant d'unités drones, mais on va dire qu'il y avait ici des fantassins. Alors, ce n'est pas très bien dessiné parce que c'est sur l'ordinateur. Voilà. Donc, c'était les fantassins qui tenaient la ligne comme ça. Et du coup, quand les Russes avançaient, ils rencontraient aussi bien l'infanterie ukrainienne qui est ici, et aussi se faisaient bombarder après, par la suite, par les mortiers, par l'artillerie et aussi par les unités drones qui étaient là. Donc, c'était très compliqué pour les Russes d'avancer.
Et aujourd'hui, la situation a un peu changé, notamment parce que les Ukrainiens font face, comme on le sait, à un problème de mobilisation. Les Russes aussi ont des problèmes de mobilisation, mais ils ont quand même plus de ressources stratégiques et humaines. Et du coup, par exemple, la ligne de front aujourd'hui ressemble beaucoup plus à ça. Donc on a toujours la tranchée, admettons, pour protéger une ville fictive. Enfin, la ville existe vraiment, mais c'est beaucoup plus à titre d'exemple. Et du coup, on a toujours ici, par exemple, les positions de mortier. On a plus de positions drones, parce qu'on a quand même beaucoup plus de drones. Et on a toujours l'artillerie qui est ici. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on a moins de soldats, donc les Ukrainiens vont tenir la tranchée comme ça. Et par conséquent, on a des trous dans la raquette. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que ces soldats, contrairement à avant, sont beaucoup plus dans ce qu'on appelle en ukrainien soit des pitvals, soit des blindages. Donc les pitvals, ce sont des caves parce qu'ils ne peuvent pas se mettre à découvert parce que dès qu'ils se mettent à découvert, il y a des drones qui leur foncent dessus, donc c'est très dangereux. Il faut avoir des coordinations avec les stations radar qui vous disent si oui ou non il y a des drones qui volent. Et en plus aujourd'hui avec les drones à fibre optique, on n'est même pas sûr de pouvoir tout détecter parce que les drones à fibre optique ne sont pas détectables. Du coup, les soldats ukrainiens ont beaucoup plus tendance à rester enfermés et à regarder aussi au travers de drones Mavic, de drones d'opération, de regarder comment évolue la ligne de front et si oui ou non des soldats russes sont en train d'arriver. Ce qu'il se passe, c'est que les soldats russes aussi ne sont pas fous et du coup essayent de ne pas se faire opérer et du coup ils avancent par des petits groupes de 2-3. Et par conséquent, étant donné qu'ils avancent par des groupes de 2-3, ils arrivent beaucoup plus facilement à rentrer dans les trous de la défense ukrainienne et c'est pas rare qu'on se retrouve avec des encerclements de soldats ukrainiens comme ça et aussi des soldats russes qui arrivent sur les positions aussi bien de mortiers ou de dronistes qui ne sont pas protégés étant donné que c'est l'infanterie qui est censée les protéger. Et donc c'est pour ça qu'actuellement il y a un débat au sein de l'armée ukrainienne entre un peu ce qu'on peut appeler les commandants start-up, donc les jeunes commandants de brigade très indépendants qui ont une vision de la guerre moderne beaucoup plus affûtée que par exemple les vieux généraux ukrainiens de l'école soviétique, parce qu'il faut comprendre aussi que dans la pensée stratégique soviétique, l'infanterie c'est vraiment la base de la base de la base de la base, et eux ils disent ça sert à rien d'avoir concrètement aujourd'hui des fantassins qui tiennent la ligne de front. Tout ce qu'on a besoin, c'est avoir encore plus d'unités de drones, unités de drones, unités de drones, unités de drones, unités de drones. Et en fait, mortier, mortier, mortier et aussi, bien sûr, canon de 155 mm, etc. Et que les fantassins, au lieu de tenir la tranchée, restent avec eux pour les protéger en cas de pénétration de soldats russes. Et après, l'idée, c'est de continuer à bombarder, 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 etc. etc. Et donc ça, c'est un des problèmes auxquels on fait face actuellement, où on est même en train de remettre concrètement l'infanterie, ce qui n'est pas arrivé depuis 2500 ans, voire même plus, dans la pensée stratégique militaire, en disant à quoi ça sert concrètement un fantassin. Et tout ça nous amène un peu à la question des drones, où les drones, comme on l'a dit, font vraiment partie actuellement de l'élément central de la guerre en Ukraine et ça va aller vraiment que en s'accroissant. Même pour nous les journalistes, c'est quelque chose qui est relativement compliqué parce que encore on avait en 2022, 2023, même 2024 accès à la ligne de front. On pouvait même aller jusqu'en ligne 0, ligne 1. Moi, j'avais déjà fait plusieurs fois de la ligne 0 par exemple, où on est à 500 mètres des Russes. On se prenait du mortier, on se prenait de l'artillerie. Il y avait des drones aussi bien évidemment, mais pas autant qu'il y en a actuellement. Et en fait, aujourd'hui, le risque qu'on a, c'est qu'on se rend sur une ligne 0, on peut y aller, il n'y a aucun souci, mais on se retrouve coincé pendant 2 semaines, 3 semaines dans une cave sans avoir l'opportunité de sortir parce que toutes les routes logistiques sont sous le feu complet des drones russes. D'où le fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, étant donné que les drones sont vraiment le grand problème, les rotations se font de manière beaucoup plus espacée. Donc, au lieu d'avoir des rotations toutes les semaines, on a des rotations tous les mois. Et surtout, toute la guerre se passe la nuit. Il y a des bombardements pendant la journée, bien sûr, etc. Il y a toujours des assauts russes pendant la journée. Mais les rotations se passent dans la nuit, pendant la nuit. Et
Beaucoup d'assauts russes se passent aussi pendant la nuit, d'où le fait qu'il y a aussi besoin d'avoir des drones avec des visions nocturnes, ce qui complique aussi, encore une fois, la tâche des combattants ukrainiens. Et donc, dans ce contexte-là, on apprend que les Ukrainiens feraient face à des ruptures de stock de drones. Alors, comme on l'a dit au début de la vidéo, la production actuellement de drones est de 2 500 000 par an et les Ukrainiens espèrent pouvoir monter à 5 millions par an. 5 millions par an, ce qui leur permettrait vraiment d'avoir un mur de drones complet. D'où le fait d'ailleurs qu'il y a eu des déclarations des alliés des Ukrainiens en amont. Donc la France qui a dit être en train de créer une production de drones franco-ukrainienne en Ukraine. Alors pour les Français, c'est du win-win parce que ça leur permet à la fois de défendre l'Ukraine et en même temps avoir tout le retour d'expérience des Ukrainiens en matière de drones, ce qui pour une armée moderne est genre juste essentiel aujourd'hui. D'où le fait que ça m'étonne que les Américains ne soient pas plus intéressés, mais bon, l'administration Trump étant ce qu'elle est, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne de mon côté. Les Allemands aussi sont en train de créer des joint ventures avec les Ukrainiens. Donc l'idée, c'est vraiment de scaler, étant donné que le ministre de la Défense ukrainien a dit que les Ukrainiens avaient la capacité industrielle de produire 5 500 000 drones par an. Mais du coup, le problème auquel on fait face actuellement, c'est beaucoup plus une mauvaise répartition des drones qu'un véritable shortage, une véritable rupture de stock, parce qu'il y a 2 500 000 drones, donc si on a envie de faire un peu des petits calculs, c'est que l'Ukraine, on l'a dit, produit 2 500 000 drones par an. On divise par 12, ça fait 208 000 grosso modo drones par mois, et on estime qu'il y a 500 grosso modo unités de drones, donc ça fait 500 drones par mois donnés aux unités, ce qui en fait grosso modo n'est pas énorme quand on y pense, c'est 13-14 drones par jour et par unité. Donc c'est pas énorme, enfin 2 500 000 c'est énorme, mais quand on sait qu'il y a 500 unités de drones, ça fait que 13-14 drones par jour. Et dans les faits, c'est pas suffisant pour pouvoir maintenir. Et en fait c'est là où en fait, là on parle que de la production étatique parce qu'il y a tout le pan entier à côté de la débrouillardise ukrainienne, c'est que, et c'est du coup Achille, donc Fedorenko, donc le commandant du bataillon Achille, qui dans un interview a précisé que en fait, il y a 3 sources d'approvisionnement de drones. Le premier, c'est l'État, comme on l'a dit, donc par unité, on va dire entre 13 et 14 drones par jour, ce qui n'est pas énorme. Deuxièmement, ce sont les unités elles-mêmes qui font des fundraising, qui ont des machines 3D, qui construisent leurs drones eux-mêmes, qui achètent sur Alibaba, etc., et qui se débrouillent pour construire leurs drones eux-mêmes. Et le troisième tiers, c'est la société civile ukrainienne. Par exemple, si vous vivez en Ukraine, littéralement tous les jours sur les réseaux sociaux, quand vous allez boire un verre, quand vous allez à un concert, peu importe où vous allez assister à des fundraising, donc des levées de fonds pour soit les 3 quarts du temps acheter des drones, mais aussi pour d'autres trucs, mais quand même les 3 quarts du temps c'est pour acheter des drones. Donc tout ça permet, et on n'a pas vraiment de chiffres exacts de ce que produit justement aussi bien les unités avec leurs machines 3D que la société civile, mais on sait que par exemple les unités de manière générale tirent entre 200 voire 300 drones par jour lorsqu'on est vraiment dans le feu de l'action. Et là, selon justement un rapport d'un officier ukrainien qui est dans une unité de drones, l'été dernier, il tirait 200 drones par jour, maintenant il tire 100 drones. Après, ce qui est important de prendre en compte, c'est que l'été dernier, il n'y avait plus d'obus, donc on palliait au manque d'obus par le drone, maintenant il y a beaucoup plus d'obus, mais il n'empêche qu'on voit une diminution dans l'utilisation des drones, et ça montre en fait qu'il y a bien sûr donc, des problèmes parce que, beaucoup de composants viennent de Chine et on commence à assister en fait, au fait que les Chinois commencent de plus en plus à limiter la vente de composants de drones aux Ukrainiens étant donné qu'ils sont alliés de manière objective avec les Russes. Le deuxième problème étant aussi qu'il y a des difficultés parfois pour les Ukrainiens d'acheter du matériel en Chine, étant donné qu'il y a des restrictions dans l'utilisation du dollar en Chine. Actuellement, du coup, ils sont obligés de passer par des pays tiers.
Troisièmement, tout simplement, en fait, il y a une montée en puissance quand même des Russes, où il y a beaucoup d'assauts. Et quatrièmement, il y a aussi des problèmes dans l'approvisionnement des drones avec… en fait, ça aussi, un des grands problèmes de l'armée ukrainienne, c'est que l'armée ukrainienne est très bonne dans tout ce qui est guerre de mouvement, assez extraordinaire. C'est ce qu'on a vu notamment à Kharkiv jusqu'à aujourd'hui. À part la surprise de février 2022, ce sont les Ukrainiens qui ont réussi dans une guerre de mouvement à récupérer le plus de territoire, notamment dans la contre-offensive de Kharkiv et de Kherson. Et ce que les Ukrainiens ont récupéré en 2022, 2 ans plus tard, avec 500 000 pertes en plus, les Russes n'ont même pas réussi à récupérer 20% de ce que les Ukrainiens ont pris. Donc les Ukrainiens sont très très bons dans tout ce qui est guerre de mouvement. Par contre, les Russes sont beaucoup plus forts, notamment parce qu'ils ont la masse, dans les guerre de position. Et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que les Russes, contrairement aux Ukrainiens, ont des corps d'armée. Donc les corps d'armée, c'est l'échelon au-dessus de la brigade qui va coordonner grosso modo les brigades. Tandis que le problème de l'Ukraine, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un peu cet esprit de brigade start-up très indépendante, avec des commandants très indépendants. Et parfois, il y a des problèmes de coordination. Et parce qu'il n'y a pas d'échelon supérieur, il n'y a pas de corps d'armée, même s'il y a un débat actuellement pour remettre en place les corps d'armée dans l'armée ukrainienne. Et par conséquent, on peut faire face à des situations où l'État ukrainien, ou enfin le ministère de la Défense, va beaucoup plus fournir une brigade et beaucoup moins une autre. D'où le fait, par exemple, qu'André Biletsky, donc le commandant de la 3e brigade, se plaignait de ne pas avoir reçu de drones depuis presque 3 mois, ce qui pose un énorme problème pour eux. Alors, ils ont toujours les drones qui produisent eux-mêmes de manière artisanale, et ils ont toujours les drones qu'ils reçoivent via notamment la société civile, et étant donné que la 3e brigade est très connue et très soutenue, je pense qu'il ne doit pas manquer. Peut-être aussi de la raison pour laquelle la 3e brigade reçoit moins de drones de la part de l'État, parce que l'État essaye d'allouer ça à des brigades moins connues, moins riches, avec moins de moyens pour pouvoir pallier à leur manque de drones. Donc ça aussi, c'est une question. Mais voilà, tout ça participe en fait, à tous les problèmes qu'on voit dans la guerre actuellement, à savoir toujours un besoin d'adaptation, un besoin de monter en cadence et un besoin de trouver des solutions pour pouvoir pallier à certains problèmes. Et les Ukrainiens, de manière assez intelligente, arrivent toujours plus ou moins à régler leurs problèmes. Mais aujourd'hui, même avec une production de 2 500 000 de drones par an, ce qui est énorme, je tiens à préciser, il y a toujours des difficultés parce qu'on est dans une guerre de très très haute intensité avec énormément d'ennemis. Et par conséquent, 2 500 000 drones, c'est plus suffisant, il faut monter à 5 millions, ce que sûrement les Ukrainiens vont réussir à faire, étant donné qu'en 2024, ils produisaient seulement 1 500 000, ils ont réussi à scaler de 1 million. Et aujourd'hui, les Européens, notamment français, allemands, britanniques, ont compris que le futur de la guerre, et notamment aussi pour leur propre retour d'expérience, était dans la guerre des drones. Donc, d'où le fait qu'il est beaucoup plus intelligent pour eux d'investir actuellement dans la production de drones que produire, je ne sais pas, des tanks qui prennent du temps, qui coûtent cher et qui peuvent se faire détruire par un drone à 500 euros. Donc voilà, c'était un peu le tour d'horizon que j'avais envie de faire sur la guerre des drones, comment la guerre des drones change complètement tout, même au point de remettre en question l'existence même de l'infanterie. Et aussi les difficultés auxquelles font face l'armée ukrainienne, notamment dans sa production. Les Russes aussi, conclusion, ne sont pas en reste. Ils ont une production de drones beaucoup plus industrielle que celle des Ukrainiens, mais eux aussi ont des difficultés de production et d'approvisionnement. Ce n'est pas si simple, et surtout, le drone est très utile pour frapper les lignes logistiques, mais moi je pense à titre personnel que le drone est avant tout une arme défensive. C'est mon avis personnel, peut-être que j'ai tort. Bien sûr que quand ils arrivent à frapper les lignes logistiques, c'est très très pratique pour justement mettre à mal la défense ukrainienne. Mais au bout du compte, les Ukrainiens font plus ou moins la même chose eux aussi. Et en plus, ils tapent les avancées de soldats et d'infanterie. D'ailleurs, on arrive bientôt aux millions de pertes russes. Et je ferai une vidéo pour parler justement de ce million de pertes et comment la Russie a réussi à absorber les plus grosses pertes militaires de son histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Encore que, est-ce que la Russie, c'est l'Union soviétique? Moi, je pense que non, dans le sens où quand les gens disent « Ah, c'est la Russie qui a gagné la Seconde Guerre mondiale », c'est l'Union soviétique qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Pas sûr que les Russes tout seuls auraient réussi à la gagner. Ils ont réussi à la gagner grâce aux Ukrainiens, aux Bélarusses et à toutes les minorités qui se sont battues. Mais bon, ça c'est un autre débat, j'en ferai une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre des likes, mettre des commentaires. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir et de montrer mon travail dans l'algorithme. Et aussi, bien sûr, je vous invite à consulter ma chaîne Substack et vous abonner et payer un abonnement si vous voulez me soutenir financièrement.
Voilà, merci encore pour votre soutien et on se revoit dans très bientôt. Il y a plein de news qui arrivent. Voilà, passez une bonne journée.